Vous n'êtes pas seul dans votre tête. Vous n'êtes pas en ce moment précis pendant que vous m'écoutez. Vous n'avez pas été depuis très longtemps. Et la personne qui occupe une partie de votre tête, en arrière-plan derrière mes mots, vous savez quoi? Elle ne sait pas qu'elle est là. Elle ne vous a rien demandé. Elle vit sa vie ailleurs, en ce moment, sans penser à vous. Vous travaillez pour elle. Vous travaillez pour elle depuis ce matin. Vous travaillerez pour elle ce soir. Vous travaillerez pour elle cette nuit dans votre sommeil. Et vous ne savez pas. Je vais vous expliquer comment ça marche. Mais avant, je veux que vous voyiez de quoi je parle concrètement. Faites une chose. Demain matin, en prenant votre café, ne pensez à rien. Tenez 20 secondes. Juste 20 secondes de vraiment vide. Vous n'y arriverez pas. Quelqu'un parlera. Pas à voix haute. Dans votre tête. Quelqu'un dira quelque chose. Vous lui répondrez. Vous tiendrez là, dans votre cuisine silencieuse, une vraie conversation. Et si je vous demande à ce moment-là, qui est cette personne, vous trouverez la réponse en 2 secondes. C'est votre mère, ou la personne qui a tenu ce rôle pour vous, parce qu'on n'a pas tous eu une mère présente. Certains ont été élevés par leur père, par une grand-mère, par une tante, par une famille d'accueil. Pour d'autres, la mère était là, mais pas vraiment. Quand je dis votre mère dans toute cette vidéo, vous remplacez par celle ou celui qui a tenu ce rôle pour vous. Pour la plupart, c'est la mère, mais pas toujours. Parfois, c'est votre patron, parfois, c'est votre conjoint, parfois, c'est un ami qui s'est éloigné, parfois, c'est quelqu'un qui vous a fait du mal il y a 20 ans. Mais dans la majorité des cas, la voix qui prend le plus de place dans votre tête, c'est cette voix-là, la plus ancienne. Et elle prend de la place, beaucoup de place. Plus de place que les vrais gens autour de vous, parfois. Imaginez une scène. C'est un mardi soir. Vous rentrez chez vous, vous posez votre sac, vous allumez la lumière de la cuisine, vous sortez une assiette. Pendant que vous faites ça, dans votre tête, une conversation est en cours. Vous expliquez quelque chose à votre mère. Cette personne ne sait pas que vous lui expliquez. Vous le faites quand même. Vous justifiez la dernière décision que vous avez prise au travail. Vous nuancez. Vous précisez. Vous attendez sa réaction. Vous tenez cette conversation alors que la cuisine est silencieuse. Alors que votre mère, en ce moment, regarde la télévision à 600 km. Alors qu'elle ne sait absolument pas que vous lui parlez. Cette conversation, elle se reproduit dans votre vie 50 fois par jour. 50. Peut-être plus. Vous ne la remarquez pas parce qu'elle est devenue tellement habituelle qu'elle ne fait pas de bruit. C'est ça que je voudrais qu'on regarde pendant les 60 prochaines minutes. Pas en théorie, précisément, parce que c'est probablement ce qui vous épuise le plus dans votre vie d'adulte, sans que personne autour de vous n'ait jamais nommé la chose. Et la chose en question, je vais vous le dire tout de suite, ce n'est pas seulement que vous pensez à votre mère. Tout le monde pense à sa mère. C'est autre chose. Vous travaillez sur elle. Vous essayez de prévoir ce qu'elle dira. Vous essayez d'anticiper ses réactions. Vous essayez de calmer d'avance ses inquiétudes. Vous essayez de désamorcer ses critiques. Vous essayez de mériter ses approbations. Vous travaillez sur quelqu'un. Et c'est ça qui vous épuise. Pas penser à elle, travailler pour elle. Faire son travail à sa place. Penser ce qu'elle pense, à sa place, avant qu'elle le pense, pour pouvoir y répondre. Vous êtes son employé, sauf qu'elle ne vous paie pas, et qu'elle ne sait pas qu'elle vous emploie. Elle n'est pas seule. Si vous prenez 5 minutes pour observer ce qui se passe dans votre tête, d'autres voix arrivent. Votre patron, cet ami que vous avez perdu de vue, cette personne qui vous a fait du mal il y a 15 ans et dont la phrase exacte est revenue ce midi sans raison pendant que vous mangiez votre salade. Votre conjoint ou votre conjoint d'avant, votre frère, votre sœur, le voisin du dessous, cet inconnu qui a écrit un commentaire blessant sur les réseaux, cet inconnu qui vous a regardé bizarrement à la pharmacie. Vous comptez. Vous arrivez à 20.
à 30. Et vous n'avez fait que la première couche. En dessous, il y a les morts. Cette grand-mère qui aurait été fière et à qui vous racontez encore vos victoires. Ce parent disparu qui n'a jamais dit ce qu'il fallait dire et qui continue, de l'autre côté, de ne pas le dire. Cet ami parti trop tôt. Tous ces morts continuent de vivre dans une partie de votre tête, et vous travaillez encore pour eux. Vous leur soumettez encore vos décisions. Vous attendez encore leur avis. Personne ne vous a dit que c'était possible de transporter autant de monde. Personne ne vous a dit qu'il y avait un coût. Et personne ne vous a dit la chose la plus importante, qui est que tout ce travail, vous le faites sur le mauvais territoire. Restez avec moi. C'est précisément ce point-là qu'on va creuser. Mais d'abord, comprenons pourquoi ça a commencé, et pourquoi ça ne s'est jamais arrêté. Acte 2. Pourquoi elle est entrée et pourquoi elle ne sort pas. Personne ne naît avec quelqu'un dans sa tête. Vous avez été, vous aussi, à un moment, sans personne là-dedans, avant le langage, avant les mots, avant qu'on vous explique quoi que ce soit. Il y a eu, en vous, des heures où vous étiez complètement seul avec vous-même, des heures où le monde se réduisait à des sensations, des couleurs, des sons, sans personne pour les commenter en arrière-plan. Cet état, vous l'avez vraiment connu. Ce n'est pas une métaphore. Et puis quelque chose s'est passé. Votre mère est entrée, pas par effraction, par évidence. Vous étiez petit, elle était grande. Elle décidait pour vous parce que vous ne pouviez pas décider. Elle savait avant vous parce que vous ne pouviez pas savoir. Sa voix dans votre tête à cet âge-là, c'était un service. Vous n'aviez pas à savoir parce qu'elle savait. Vous n'aviez pas à juger ce qui était bien ou mal parce qu'elle jugeait pour vous. Cet arrangement vous a sauvé. Sans cette voix dans votre tête, vous n'auriez pas pu apprendre. Vous n'auriez pas pu grandir. C'est comme ça qu'on devient un humain civilisé. C'est comme ça qu'on apprend à se tenir à table, à dire bonjour, à ne pas mettre les doigts dans la prise. Tous les enfants ont cette voix. Ce n'est pas un problème. Le problème, c'est qu'à un moment, l'arrangement aurait dû s'arrêter. À un moment, vous avez grandi. Vous êtes devenu capable de savoir par vous-même, de juger par vous-même, de vous orienter par vous-même. À ce moment-là, la voix de votre mère dans votre tête aurait dû s'éteindre, ou se réduire à quelque chose de très discret. Une voix qu'on consulte de temps en temps, comme on consulte un vieux conseil pour les moments de doute. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. La voix n'est pas partie. Elle est restée, et elle a continué de travailler comme avant. Sauf qu'elle ne vous aide plus à apprendre. Elle vous épuise. Pourquoi elle n'est pas partie? Voilà la vraie question. La réponse, vous ne l'avez probablement jamais entendue formulée comme ça. Cette voix n'est pas partie parce que vous attendez quelque chose de précis, une parole, un geste, un regard que vous n'avez pas reçu, à un moment où vous en aviez besoin. Peut-être que votre mère ne vous a jamais dit qu'elle était fière de vous. Peut-être qu'elle ne vous a jamais dit qu'elle vous voyait. Peut-être qu'elle ne vous a pas pris dans ses bras assez souvent. Peut-être qu'elle vous a comparé à un frère ou à une sœur. Peut-être qu'elle vous a dit, dans un moment, une phrase qui vous a marqué et qu'elle n'a jamais reprise. Quelque chose à un endroit précis de votre histoire n'a pas été donné. Et tant que ce quelque chose n'est pas donné, votre tête garde la ligne ouverte, au cas où. Au cas où un jour ça arrive. Cette ligne ouverte, c'est ça que vous payez tous les jours. Ce n'est pas vous qui décidez de la garder ouverte, vous ne le savez même pas. C'est votre tête qui la maintient, comme un veilleur qui surveille l'entrée d'une porte par où personne n'est jamais venu. Et tant que la ligne est ouverte, vous travaillez. Vous travaillez à mériter cette parole qui pourrait venir. Vous vous tenez bien. Vous expliquez vos choix. Vous justifiez vos décisions. Vous anticipez ces critiques pour pouvoir y répondre. Vous préparez ce que vous allez lui dire au prochain dîner. Vous repassez en boucle ce qu'elle a dit au dernier dîner
pour comprendre s'il y avait, dans une de ces phrases, le début de ce que vous attendez. Tout ce travail, c'est pour rester recevable. Recevable au cas où la phrase arrive. Mais la phrase ne vient pas. Et plus elle ne vient pas, plus vous travaillez. Parce que votre tête, qui est intelligente, se dit ceci. Si je travaille mieux, peut-être que cette fois ça va venir. Vous travaillez pour quelqu'un qui ne vous a rien demandé, pour mériter quelque chose qu'on ne vous a pas promis. C'est intenable. Et c'est exactement ce que vous faites depuis 30 ans. Maintenant, regardons le coût. Pas en théorie, en heures. Je vais vous donner un chiffre qui va peut-être vous faire mal, mais il faut le voir. Imaginez un dîner ordinaire, un dimanche midi. Vous y allez, 14 personnes autour de la table. Le dîner dure 2 heures. 2 heures. C'est ce que ça aurait dû coûter. Maintenant, regardons ce que ça coûte vraiment. Le mardi qui précède, vous y pensez déjà. 5 minutes pendant la douche. Vous vous demandez si elle viendra avec son mari ou seule. Le mercredi, 10 minutes dans la voiture. Vous reprenez la dernière conversation que vous avez eue avec elle. Vous remarquez que vous n'avez jamais résolu ce qu'elle a dit sur votre travail. Vous préparez, mentalement, comment vous lui répondrez si elle remet le sujet sur la table. Le jeudi, c'est plus long. 20 minutes. Le soir, vous repensez au dîner. Vous commencez à anticiper plusieurs scénarios. Si elle parle de ceci, vous direz cela. Si elle commence par cela, vous changerez de sujet. Le vendredi, par bouffée. 40 minutes au total. Le samedi, c'est une journée entière qui en est marquée. Les courses en pensant au menu. La tenue choisie 3 fois parce que vous vous demandez ce qu'elle dirait. Le samedi soir, vous dormez mal. 40 minutes pour vous endormir. Le dimanche matin, vous vous levez nerveusement. Le dîner commence. Pendant le dîner, vous êtes là et vous n'êtes pas là. Vous êtes à moitié dans la conversation, à moitié dans l'évaluation permanente de chaque mot. Quand elle parle, vous traduisez. Quand vous parlez, vous vous écoutez parler avec ses oreilles à elle. Le dîner dure 2 heures. Vous êtes plus fatigué qu'après une journée de travail. Le dimanche soir, vous décompressez. 20 minutes. Le lundi, le mardi, le mercredi, par bouffée. Le souvenir tient 1 semaine, parfois 2. Faisons les comptes. Le dîner a duré 2 heures. Le travail mental, en additionnant tout, atteint 15 à 20 heures. Vous avez payé 10 fois. Et ce calcul, vous le refaites à chaque fois. Chaque conversation difficile, chaque rendez-vous chargé. Multiplié par tous les gens que vous portez, par tous les événements de l'année. Le chiffre est vertigineux. Vous passez probablement plus d'heures dans une année à travailler mentalement pour votre mère qu'à la voir physiquement. Elle, votre mère, ne le sait pas. Personne ne le sait. C'est invisible. C'est gratuit. C'est non comptabilisé. Et c'est cette dépense-là qui vide votre batterie. Je vous dis ça sans vous accabler. Vous n'avez rien fait de mal. Vous avez fait quelque chose qu'on fait tous et qui s'avère coûteux. Vous n'aviez pas conscience que cette dépense existait. Personne ne vous a appris à la voir. Ce que vous payez, ce n'est pas que de l'attention, c'est votre vie. Pendant ce temps-là, votre conjoint vous parle et vous l'entendez à moitié. Votre enfant raconte sa journée et vous hochez la tête sans saisir vraiment. Vous mangez sans goûter. Vous écoutez une chanson sans l'entendre. Vous êtes physiquement chez vous, mentalement, vous êtes dans 5 autres lieux. Le quintuple de fatigue, pour la moitié du plaisir. C'est cela, le coût. Voilà, je pourrais m'arrêter là. Vous savez que vous portez votre mère. Vous savez d'où vient cette voix. Vous savez ce que ça vous coûte. Sauf que tout ce que je viens de vous dire, c'était l'introduction. On n'a pas encore parlé du plus difficile. Le plus difficile, c'est que tout ce travail que vous le faites sur le mauvais territoire. Acte 3. Vous travaillez sur ce qui n'est pas à vous. Écoutez bien cette phrase, elle change tout. Vous gérez la météo des autres. Toute votre vie, tous les jours.
à chaque conversation mentale. Vous gérez la météo des autres et vous appelez ça l'amour, la fidélité, le devoir. Je vais m'expliquer. Quand vous portez votre mère dans votre tête, qu'est-ce que vous faites concrètement? Vous essayez de prévoir ce qu'elle va dire. Vous essayez d'anticiper sa réaction. Vous essayez de calmer ses inquiétudes avant qu'elles ne sortent. Vous essayez de désamorcer ses critiques en préparant des réponses. Tout ce travail porte sur quoi? Sur ses paroles, sur ses jugements, sur ses réactions, sur ses silences, sur ce qu'elle pense de vous. Maintenant, posez-vous une question simple. Ces paroles, est-ce que vous les contrôlez? Non. Ces jugements, est-ce que vous les contrôlez? Non. Ces réactions, est-ce que vous les contrôlez? Non. Ce qu'elle pense de vous, est-ce que vous le contrôlez? Non. Vous travaillez en permanence sur des choses qui ne dépendent pas de vous. Imaginez quelqu'un qui passerait sa vie à essayer de contrôler la météo, à se lever chaque matin, à regarder le ciel, à essayer mentalement de pousser les nuages. Au bout de quelques années, cette personne serait épuisée, et tout le monde lui dirait, à juste titre, qu'elle perd son temps. Vous faites pareil. Sauf que personne ne vous dit que vous perdez votre temps. Parce que ce que vous essayez de pousser, ce n'est pas des nuages, c'est l'humeur d'une personne. Et tout le monde fait pareil que vous. Pourtant, c'est la même chose. Les pensées d'autrui, vous ne les contrôlez pas plus que la météo, pas du tout. Et pourtant, vous travaillez dessus tous les jours. Cette idée, on l'appelle parfois la dichotomie du contrôle. Épictète en a fait toute son éthique. Il y a les choses qui dépendent de nous et celles qui n'en dépendent pas. Et toute la sagesse tient à savoir où passe la frontière. C'est cette frontière, vous l'avez perdue. Vous travaillez de l'autre côté. Alors la question qui change tout, sur quoi avez-vous prise vraiment? Réponse courte, sur très peu de choses. Vous n'avez pas prise sur ce que les autres pensent. Vous n'avez pas prise sur ce qu'ils diront. Vous n'avez pas prise sur leurs réactions. Vous n'avez pas prise sur leurs souvenirs. Vous n'avez pas prise sur le passé. Vous n'avez pas prise sur le futur. Vous n'avez pas prise sur la mort. Et pourtant, votre tête travaille toute la journée sur ces choses-là. Le peu qui vous appartient se résume à 3 choses. Sur ce que vous pensez, pas en bloc, mais sur l'attention que vous donnez à telle pensée plutôt qu'à telle autre. Sur ce que vous décidez, pas sur le résultat de la décision, sur le fait de la prendre. Sur ce que vous faites, pas sur les conséquences, sur l'acte lui-même. C'est tout, le reste ne vous appartient pas. Cette idée, c'est aussi la plus libératrice qu'on puisse entendre. Parce qu'elle veut dire ceci. Tout le travail que vous faites depuis 30 ans dans votre tête, sur les pensées des autres, sur leurs jugements, sur ce qu'ils diront ou ne diront pas, sur ce qu'ils pensent ou ne pensent pas de vous, tout ce travail, vous pouvez l'arrêter. Pas parce que c'est mal de le faire, parce que c'est inutile. Reprenons votre mère. Vous croyez que si vous travaillez bien mentalement sur la prochaine conversation, vous pouvez l'orienter dans le bon sens. Vous croyez que si vous préparez les bonnes répliques, vous pourrez désamorcer ce qu'elle va dire. Vous croyez que si vous anticipez bien, vous pourrez éviter sa critique. Vous vous trompez. Elle dira ce qu'elle dira. Elle ne dira pas ce qu'elle ne dira pas. Et tout votre travail mental n'aura aucun effet sur ce qui sortira de sa bouche dimanche midi. Aucun. Vous pouvez préparer 50 répliques. Elle dira la chose à laquelle vous n'avez pas pensé. Vous pouvez anticiper toutes les attaques. Elle vous attaquera là où vous ne l'attendiez pas. Vous pouvez tout désamorcer. Elle déclenchera quelque chose que vous n'aviez pas prévu. Et même si, par chance, votre travail mental coïncide avec ce qu'elle dira, ça n'aura rien à voir avec votre travail. Elle aurait dit pareil sans votre préparation. Elle est libre. Sa parole ne dépend pas de vous. C'est dur à entendre, parce que ça veut dire que tout ce que vous avez fait pour la rendre douce, prévenante, fière, attentive, depuis 30 ans, n'a probablement servi à rien. Elle est ce qu'elle est. Pas à cause de ce que vous avez fait,
pas à cause de ce que vous n'avez pas fait. Elle est ce qu'elle est. Et vous, pendant tout ce temps, vous avez travaillé pour rien. Pas pour rien dans votre vie, vous avez fait plein de choses qui ont compté. Mais cette part-là, ce travail mental sur elle, c'était du vide, du vent, de la météo. Maintenant, vous savez. Et savoir, c'est la première étape. Parce que tant que vous croyiez que ce travail servait à quelque chose, vous le faisiez. Et vous le défendiez intérieurement en vous disant que c'était par fidélité, par devoir, par amour. Maintenant que vous savez que ce travail porte sur ce qui ne vous appartient pas, vous pouvez peu à peu le déposer. Pas tout de suite, pas en une nuit, mais peu à peu. Acte 4. Rendre à chacun ce qui est à lui. Si vous décrochez maintenant, vous allez rater la partie qui vous sert. Parce que jusqu'ici, je vous ai expliqué le problème. Maintenant, on va parler de ce que vous pouvez faire. La sortie est simple, pas facile. Simple. La sortie, c'est de rendre à chacun ce qui est à lui. Et de garder pour vous ce qui est à vous. Concrètement, à votre mère, vous rendez ses pensées, ses jugements, ses paroles, ses silences, ses humeurs, ses inquiétudes, ses critiques, ses approbations. Tout ça, c'est à elle, pas à vous. Si elle est inquiète, c'est son inquiétude. Si elle juge, c'est son jugement. Si elle critique, c'est sa critique. Aucune de ces choses ne vous appartient. Vous lui rendez tout. Pas en lui parlant, intérieurement. Vous remarquez, dans votre tête, qu'une part de vous travaille sur ses prochaines paroles et vous notez « ce n'est pas mon affaire ». Vous remarquez qu'une part de vous prépare une réponse à une critique qu'elle pourrait formuler et vous notez « ce n'est pas mon affaire ». Au début, c'est étrange. Vous sentez que vous trahissez quelque chose en arrêtant ce travail. Vous sentez que vous abandonnez votre mère, que vous vous désintéressez d'elle. Vous ne l'abandonnez pas, vous ne vous désintéressez pas, vous lui rendez sa liberté. Parce qu'en travaillant tout le temps sur elle, en arrière-plan, vous l'avez transformée en projet, en source d'angoisse, en problème à résoudre. Vous ne la voyez plus. Vous voyez ses jugements, vous voyez vos répliques. Vous ne la voyez plus, elle. En lui rendant ce qui est à elle, vous arrêtez de la transformer en projet. Vous la laissez être ce qu'elle est. Et vous reprenez votre place. La place de quelqu'un qui la connaît, qui l'aime peut-être, et qui n'est pas son employé non payé. Et avec ce qui est à vous, qu'est-ce que vous faites? Vous vous en occupez. Ce qui est à vous, c'est votre attention. Vous décidez où elle se pose, pas sur les pensées des autres, sur ce que vous faites, sur ce que vous voyez, sur ce que vous ressentez, sur ce que vous décidez. Quand vous prenez votre café le matin, votre attention se pose sur le café, pas sur ce que votre mère dirait du fait que vous prenez du café à cette heure-là, sur le café. Quand vous parlez à votre conjoint, votre attention se pose sur votre conjoint, pas sur l'évaluation de ce que dirait votre mère du fait que vous êtes avec cette personne, sur la personne qui est devant vous. Quand vous mangez, vous mangez. Quand vous marchez, vous marchez. Quand vous écoutez, vous écoutez. Cette pratique qui paraît stupidement simple est en réalité un combat. Parce que votre tête, qui a travaillé pendant 30 ans sur les autres, ne va pas s'arrêter en une semaine. Elle va continuer à essayer de lancer des conversations mentales. Elle va continuer à essayer de préparer des répliques. Et vous, votre travail, c'est de remarquer ces tentatives et de les ramener au sol, doucement, sans violence, en notant chaque fois « ce n'est pas mon affaire » et de revenir à ce qui est devant vous. Pour que vous voyiez à quoi ça ressemble, prenons une scène, concrète. C'est un mardi matin, vous êtes en voiture, vous allez au travail. Vous remarquez dans votre tête qu'une conversation est en train de se lancer. Vous êtes en train de préparer mentalement ce que vous direz à votre mère au dîner de dimanche. Vous êtes en train d'imaginer comment elle réagira si vous lui annoncez la décision que vous avez prise.
Avant, vous auriez laissé tourner. La conversation aurait duré 10, 15, 20 minutes. Vous seriez arrivé au travail vidé. Cette fois, vous remarquez. Vous notez intérieurement. Ce n'est pas mon affaire. Et vous revenez à la route. Vous regardez le feu rouge. Vous voyez la voiture devant vous qui a un autocollant que vous n'aviez jamais remarqué. Vous entendez la radio que vous aviez laissée allumée sans l'écouter. C'est tout. Pas de fanfare. Pas de sensation extraordinaire. Juste un retour à la route. Et vous arrivez au travail un peu moins vidé que d'habitude. 30 secondes plus tard, ça revient. Votre tête essaie de relancer la conversation. Vous notez. Ce n'est pas mon affaire. Vous revenez à la route. 20 fois pendant le trajet. C'est ça le travail. Au début, c'est 10 fois par minute. Au bout de quelques mois, c'est 10 fois par heure. Au bout de quelques années, c'est plus rare. Vous ne supprimez pas la voix de votre mère. Vous la replacez là où elle aurait dû rester, à sa place de souvenir, de relation, de personne. Pas à sa place d'occupant permanent qui prend votre attention sans vous laisser vivre. Et il y a quelque chose qui se passe, à mesure que vous faites ce travail, que personne ne vous a peut-être jamais expliqué. Vous découvrez que la majorité des choses que vous redoutiez ne se produisent pas. Vous prépariez 20 scénarios pour le dimanche. Le dîner se passe et il n'y a rien de ce que vous aviez prévu. Pas votre mère qui critique, pas le silence pesant, pas la phrase qui vous touche, rien. Le dîner est plat, ou bon, ou banal, ou un peu décevant, mais pas dramatique. Vous le constatez une fois, vous le constatez 2 fois. Au bout de plusieurs fois, vous comprenez quelque chose. Votre tête vous fait peur depuis 30 ans avec des choses qui n'arrivent presque jamais. Si vous teniez un journal juste une semaine, des inquiétudes que vous avez eues à propos de votre mère et de ce qui s'est vraiment passé, vous auriez un choc. Les 9/10 des inquiétudes ne se vérifient pas. Les 9/10 des scénarios redoutés n'arrivent pas. Les 9/10 des reproches anticipés ne sont jamais formulés. Votre tête est un mauvais devin. Elle se trompe presque toujours. Et pourtant, elle travaille toute la journée comme si elle disait vrai. Plus vous regardez ce ratio, plus vous avez envie de fermer la boutique. Maintenant, je sais ce que vous pensez peut-être. Vous pensez que c'est trop simple, que ça ne peut pas marcher, qu'il faut bien plus que ça pour défaire 30 ans d'habitude. Vous avez raison sur un point. 30 ans d'habitude ne se défont pas avec une phrase. Mais vous avez tort sur le reste. Parce que c'est exactement avec une phrase, répétée 1000 fois, que ça se défait. Pas avec 1000 théories. Maintenant, 2 choses importantes. La première, ce travail ne va pas vite. Il prend des semaines, des mois, parfois des années. Votre tête a fonctionné dans un sens pendant 30 ans. Elle ne tournera pas dans l'autre sens du jour au lendemain. Mais à chaque fois que vous remarquez dans votre tête une conversation qui essaie de se tenir avec votre mère absente et que vous notez « ce n'est pas mon affaire », quelque chose se met en place. Une habitude se construit. Et au bout d'un certain temps, votre tête, qui est intelligente, comprend que ce travail-là, ce n'est plus la peine de le faire. Elle s'arrête d'elle-même. La deuxième chose, ce travail ne change rien à votre vraie mère. Votre vraie mère reste votre mère. Vous restez son enfant. La relation extérieure continue d'exister. Vous continuez à l'aimer, ou à ne pas l'aimer, ou à l'aimer mal, comme vous le faisiez. Vous continuez à la voir, à lui parler, à avoir des dîners, à avoir des conflits peut-être. Ce qui change, ce n'est pas votre vie avec elle, c'est votre vie sans elle. C'est-à-dire les 23 heures par jour où elle n'est pas là physiquement, mais où vous travaillez sur elle quand même. Ces 23 heures vont changer. Vous allez les récupérer. Et quand vous les récupérez, vous découvrez quelque chose. Vous découvrez que votre vie sans personne dans la tête est plus simple,
plus calme, moins encombré. Vous découvrez que vous n'aviez pas besoin de toute cette préparation, que vous avez très bien géré la conversation difficile sans avoir tout anticipé, que vous avez très bien tenu la réunion sans avoir préparé toutes vos répliques, que vous avez très bien fait le dîner sans avoir simulé toutes les phrases qu'elle pourrait dire. Vous découvrez que vous étiez assez, tout seul, sans escorte mentale. Cette découverte est la chose la plus importante qui peut vous arriver, parce qu'elle ouvre une porte, la porte d'une vie où vous n'êtes plus l'employé non payé de quelqu'un qui ne vous a rien demandé. Maintenant, le bruit baisse. Vous avez écouté longtemps. Quelque chose s'est posé en vous, à un endroit où vous ne saviez pas qu'il y avait du poids. Votre respiration s'est faite plus lente. Vos épaules sont descendues un peu. Vous n'avez rien à faire pour la suite. Demain, peut-être, vous reprendrez la conversation mentale avec votre mère. Ce n'est pas grave. Vous savez maintenant ce que c'est. Vous savez qu'elle porte sur ce qui n'est pas à vous. Vous saurez la noter, la replacer, revenir à votre attention. Pour l'instant, vous êtes là. Là où vous êtes, en ce moment, il n'y a personne d'autre que vous. Personne que vous. Suivez votre respiration, sans rien faire de spécial. Elle entre, elle sort. C'est tout ce qui doit se passer pour l'instant. Vous avez porté tellement de monde, tellement, pendant tellement longtemps, sans qu'on vous le demande, sans qu'on vous le reconnaisse. Personne n'a vu ce travail. Personne ne vous a remercié. Vous l'avez fait dans le noir. Mais vous, vous savez. Et ce que vous savez maintenant, c'est que ce travail, vous pouvez le déposer. Pas par paresse, par lucidité, parce qu'il portait sur ce qui ne vous appartient pas. Tout ce que vous portiez, vous pouvez le poser maintenant. Pas le jeter, le poser. Sentez votre dos contre ce qui vous porte. Sentez vos mains posées, qui n'ont plus rien à porter. Sentez votre mâchoire qui peut, doucement, se desserrer. Tout ce qui, dans votre corps, a travaillé toute la journée peut commencer à se taire. Pas par effort, par permission. Vous donnez à votre corps la permission de ne plus tenir. Vous donnez à votre tête la permission de ne plus régler. Vous donnez à votre cœur la permission de ne plus surveiller. Tout cela peut, à présent, recevoir. Recevoir le silence. Recevoir la lenteur. Recevoir ce moment qui est à vous. Plus rien à comprendre, plus rien à anticiper, plus rien à mériter. Juste cette respiration qui se fait toute seule, sans bruit, sans foule, sans personne d'autre que vous. Vous êtes là. Et cette fois, vous l'êtes vraiment. Et la vie qui vous attend à partir de maintenant, c'est une vie où chacun a sa place. Les autres, à leur place, avec leurs pensées, leurs jugements, leurs paroles, qui sont à eux. Vous, à votre place, avec votre attention, vos décisions, vos actes, qui sont à vous. Plus de mélange, plus d'employés non payés, plus de travail sur la météo. Juste vous, ici, maintenant, avec ce qui est à vous. Et ce qui est à vous, vous savez, c'est très peu. Mais ce très peu, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à avoir dans une vie d'humain. Une attention, une décision, un acte, à chaque moment. Tout le reste, qui paraît si vaste, qui prend tellement de place dans votre tête, qui semble peser tellement lourd, ce n'est pas à vous. Ça n'a jamais été. Vous le saviez peut-être déjà à un endroit profond. Vous l'aviez oublié. 30 ans à travailler pour les autres font oublier des choses très simples. Cette nuit, peut-être, dans votre sommeil, quelque chose va se réorganiser doucement. Vous ne saurez pas. Vous vous réveillerez demain matin, vous prendrez votre café, et il y aura juste un peu plus de silence dans votre tête.
un peu plus de place pour le café, un peu plus de place pour vous. Et c'est de là que tout commence.